Si je vous disais que la plupart d'entre nous portent des peurs cachées, comme si elles avaient un masque, qui peuvent influencer la relation. Vous savez pas que vous avez ces peurs-là, et pourtant elles sont à l'œuvre dans le noir à l'intérieur de vous. On va voir dans cette vidéo comment les identifier, et surtout commencer à s'en débarrasser. Et ce que je voulais vous dire ici surtout, c'est que plus vous allez évoluer, plus vous allez travailler sur vous, et plus vos peurs, elles vont se déguiser et mettre un masque. Donc restez jusqu'au bout. La première peur qui porte un masque, c'est le perfectionnisme. Alors là, vous allez me dire le perfectionniste. Ok, pourquoi c'est une peur? Déjà, je vais vous donner les formes que peut prendre le perfectionnisme en couple, pour que vraiment vous puissiez comprendre et voir si vous êtes dans cette situation-là. Dans le couple, le perfectionnisme peut par exemple se cacher derrière un gros besoin d'avoir une image publique parfaite de votre couple. Et ça, on le voit beaucoup par exemple sur les réseaux sociaux. On peut imaginer la scène de ce couple qui est dans un resto super instagrammable, qui va prendre 20, 30, 40 photos de selfies comme ça, où il faut que la fille sourie, qu'on voit bien son buste de profil, qu'on voit la super belle tartine avocado toast, qu'on voit le cadre du restaurant derrière. Bref, ils vont passer un temps fou à essayer de prendre le bon angle de photo sans profiter du moment présent. Et au moment de manger, le plat il va juste être froid. Parce qu'en fait, là, ce qui va compter, c'est le souvenir, c'est la photo, c'est de pouvoir afficher ce couple parfait. Et pas en fait de profiter du moment à deux. Donc là, c'est une forme de perfectionnisme de l'image qu'on va renvoyer de son couple. Ça peut aussi prendre la forme d'attente irréaliste, de vouloir la perfection dans son conjoint ou dans son couple. C'est un peu lutter contre le fait qu'on vit avec une vraie personne. Et qui est sa saisonnalité. Peut-être à un moment, elle est très bien, peut-être à un moment, elle va être moins bien. Elle a une bonne journée, elle a une mauvaise journée. Et si je veux que mon partenaire corresponde toujours à mes normes et à mes standards les plus élevés, ça risque d'être un peu compliqué. Ça se manifeste aussi si je veux que mon partenaire soit tellement parfait qu'il puisse deviner mes désirs comme s'il était dans ma tête. Bah non, en fait, l'autre personne n'est pas dans votre tête. Elle peut pas deviner ce que vous pensez, elle peut pas devancer vos désirs. Ça aussi, c'est une forme de perfectionnisme qui se greffe dans le couple et qui n'a pas vraiment sa place. Et on verra ensuite pourquoi c'est une peur. Et cette envie de perfection, elle peut se mettre sur l'autre personne, mais elle peut aussi se mettre sur le couple. Imaginons une femme qui a lu ou qui a regardé le film 50 Shades of Grey. Elle a envie de passion, elle a envie de vivre quelque chose comme dans le livre, comme dans le film. Quelque chose d'intense avec son partenaire. Pourtant, ils sont ensemble depuis 10 ans. Du coup, elle réserve une chambre d'hôtel, elle se dit, voilà, il va comprendre le signal, on va vivre une nuit d'amour, une nuit de sexe torride, il va m'attacher, il va me noter, bref. Je vais être comme l'héroïne du film. Sauf qu'en fait, elle sort avec un gars qui est un petit peu timide et c'est pas son truc. Donc en fait, l'expérience qu'elle va vivre quand ils vont se retrouver dans cette super belle chambre d'hôtel où elle a projeté tous ses fantasmes, elle va peut-être être décevante. Et lui, il va ressentir une pression énorme de devoir être comme ce Christian Grey du livre ou du film. Et là, du coup, c'est projeter des attentes d'un perfectionnisme dans son couple, donc d'être le même couple que ce livre qui est totalement fictif, ou de son partenaire, de dire que mon partenaire, il doit être aussi intense, aussi passionné et aussi dense dans le sexe que ce Christian Grey. Mais en fait, peut-être que c'est pas la personne que vous avez dans votre couple. Attendez, si cette vidéo vous plaît, arrêtez-vous 2 secondes et mettez un petit like. Ça encourage vraiment toute l'équipe. Donc ça, c'est des attentes qui sont irréalistes. Le perfectionniste, il peut aussi se greffer dans l'obsession de la routine. Il y a certaines personnes qui sont obsédées par planifier et tout cadrer bien en avance. Que ce soit les moments où on sort, les dîners de couple, qui fait quelle tâche ménagère, mais d'une façon ultra précise. Sans laisser de place à aucune spontanéité, à aucun imprévu, à la vraie vie en fait, qui peut toujours se greffer dans cette équation. En fait, dans ce cas, mon perfectionnisme, ça va essayer de tenter de contrôler le plus de choses possibles de mon couple et de ma vie quotidienne pour qu'il y ait moins de risques possibles. Pour que tout se passe bien, pour que tout soit le plus parfait possible, en essayant de maîtriser tous les paramètres que je peux. Imaginons je suis en couple, et pour moi, le lundi soir, c'est la soirée sushi Netflix. Et ben si je suis dans ce format-là, je vais mal le prendre quand mon partenaire va dire « Écoute, ce soir, est-ce que tu veux pas plutôt qu'on fasse autre chose ?» Faire un petit exercice que j'ai trouvé sur la chaîne d'Aurélie Levaux, qui permet de se connecter et de faire autre chose. Alors attention, je dis pas du tout ici qu'il ne faut pas répartir les tâches ménagères ou ce genre de choses. Je dis juste de prendre conscience de l'extrême et de la dérive dans laquelle on peut tomber, en voulant que tout soit parfait. Ensuite, il y a l'insatisfaction chronique. C'est-à-dire que dans ce cas, je vais toujours chercher ce que je peux améliorer dans l'expérience que je vis ou dans mon couple. Et je vais avoir du mal à juste profiter de ce que j'ai. Imaginons mon mec me fait une super surprise. Il vient me chercher au travail avec des fleurs en beurre et il m'emmène jusqu'au resto. Sauf que là, il a pris un resto que je connaissais déjà. Et moi, dans mon fantasme, j'avais envie qu'il ait recherché le dernier resto dans lequel j'avais envie d'aller. Et pas qu'il choisisse un resto que je connais déjà. Donc en fait, je vais pas être très contente. Je vais me dire, mince, il aurait dû réfléchir que j'avais envie de découvrir un nouveau resto. Il aurait dû savoir que j'avais envie de découvrir ce nouveau resto fusion food péruvien, coréen. Donc je vais pas être très satisfaite. Et ça va tout le temps être comme ça. Je vais tout le temps être un peu insatisfaite de la situation que je suis en train de vivre. Ou de mon partenaire, en me disant, il pourrait être un tout petit peu plus musclé, il pourrait faire un tout petit peu plus l'amour, on pourrait aller dans un resto un tout petit peu mieux, il pourrait m'offrir un tout petit peu plus de fleurs. Bref, je suis jamais contente. Parce que j'ai envie de la perfection.
Ensuite, le décalage d'engagement, parce que j'ai envie que tout soit parfait. Donc en fait, je vais reporter des étapes importantes de mon couple, des étapes que j'ai envie de vivre, parce que j'attends vraiment le moment parfait. Imaginons, ça fait 5 ans que je suis en couple, je décide d'avoir un enfant avec mon mec. Je vais me dire, attends, là, je viens de prendre un nouveau job, c'est pas le moment. Et puis là, attends, ma collègue, elle est partie en congé maladie, donc c'est pas mon moment. Et puis là, j'ai une nouvelle promotion, donc je peux pas le faire. Et puis en fait, on va acheter un nouvel appartement, donc faut attendre d'avoir le nouvel appartement, d'avoir emménagé, d'avoir la nouvelle cuisine Ikea, d'avoir les nouveaux meubles, bref. Je vais toujours reporter en me disant, c'est pas le bon moment, je veux le moment parfait pour faire ce choix. Et ça se sent pareil beaucoup dans les mariages. Non, attends, il faut qu'on ait assez d'argent pour avoir la salle parce qu'on doit inviter 200 personnes. Donc je vais décaler un moment important parce que j'ai envie qu'il soit parfait. Donc là, vous comprenez toutes les formes que peut prendre le perfectionnisme dans le couple. Mais là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est une peur déguisée, le perfectionnisme, en fait? Je suis juste comme ça. Eh bien, en fait, vouloir être perfectionniste dans son couple, c'est que plein de petites peurs ont été activées derrière. Je vais les citer, comme ça, vous allez pouvoir mieux comprendre. En premier, bien sûr, la peur de ne pas être à la hauteur. Je vais avoir peur de ne pas réussir à répondre à mes propres attentes ou aux attentes de l'autre personne. Et ça, souvent, ça vient d'une pression sociétale, d'une pression familiale, ou simplement de la pression que je vais me mettre à moi-même, de mon auto-exigence, en fait. Donc j'ai envie d'être à la hauteur de tout ça, de ce standard social, de ce standard familial et de ce standard que je me mets à moi-même. Donc cette peur de ne pas être à la hauteur va me pousser à être dans du perfectionnisme. Socialement, ça se voit beaucoup chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui vont se mettre la pression pour être parfaite sur tous les plans. La working mom, absolue, quoi. Qui peut travailler, qui peut cartonner au boulot, qui peut s'occuper de ses 3 enfants, qui peut être une incroyable meuf au lit avec son mec. Bref, qui va vouloir être parfaite sur tous les plans. Parce qu'en fait, elle a peur peut-être de ne pas être à la hauteur aussi. À la hauteur de cette pression que lui a mis la société. Et la peur sous-jacente, c'est peut-être de perdre l'autre. Donc il va y avoir une démarche de perfectionnisme là-dedans. La pression familiale. Si je viens d'une famille où tous les ans on fait un grand voyage très cher à l'étranger, je vais peut-être avoir une attente financière sur mon conjoint à ce niveau-là. Pour que justement, nous aussi, on puisse partir et atteindre et être à la hauteur de ce degré d'exigence que j'ai intégré qui vient de ma famille. Je peux aussi avoir une peur du jugement. Avoir peur d'être critiqué ou juste d'avoir peur du regard des autres. On reprend l'exemple des vacances à l'autre bout du monde que font toute ma famille. Peut-être que je vais avoir peur de ce qu'ils vont se dire. Ils vont se dire que je réussis pas aussi bien qu'eux, ou que je suis dans un couple où mon mari, il gagne pas aussi bien. Donc je vais avoir peur de ce qu'ils vont se dire sur moi, du jugement qui va en ressortir. Donc quand j'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est quelque chose qui est intérieur. Et quand j'ai peur du jugement et du regard des autres, on voit bien que c'est centré sur l'autre, donc sur l'extérieur. Donc c'est un tout petit peu différent comme peur. Ensuite, le perfectionnisme peut cacher une peur de l'échec. Pour certaines personnes, c'est inacceptable de se dire qu'ils peuvent échouer, de se dire que leur couple peut échouer. Donc dans ce cas, le perfectionnisme dans le couple devient un mécanisme de défense contre cette peur de l'échec. Je vais me dire que si j'ai la famille parfaite, le couple parfait, j'ai moins de chances de me séparer. J'ai pas envie que mon couple échoue en fait. Donc je vais essayer de tout faire parfaitement, mais à un degré extrême. Et par peur. Et c'est un peu lié, je peux aussi avoir une peur de l'abandon. C'est se dire que si je suis parfait, l'autre personne ne me quittera pas. Elle n'aura pas de raison de partir. En fait, j'ai envie d'être sûre que je vais continuer à être aimée. Ça peut aussi être une peur de la vulnérabilité. Si j'essaie d'être parfait, si j'essaie de tout contrôler, alors on verra pas mes faiblesses. Je vais apparaître comme la personne forte. On verra que mon armure, en fait. Parce que j'ai peur d'être vulnérable. J'ai peur parfois d'être authentique en couple. Et que l'autre me voit, parce que l'autre pourrait plus me blesser. Et puis je peux tout simplement, dans le cas du perfectionnisme, avoir peur de perdre le contrôle. Ça se voit beaucoup dans ce qu'on a vu, l'excès de contrôle sur la routine. Là, c'est ma peur de lâcher prise, c'est ma peur de ne plus avoir le contrôle qui va me pousser à essayer de tout contrôler pour que tout soit parfait, que ce soit mon couple ou mon partenaire. La deuxième grande catégorie de peur, c'est ce que j'appelle la peur écho. C'est une peur ancienne, du passé, qui va ressurgir, mais pourtant elle n'a rien à voir avec le présent. Un petit peu comme un écho. Si je fais un écho, il y a le son d'origine, qui est le vrai son, et il y a le résidu de son qui continue. Pourtant, le son principal est déjà terminé depuis longtemps. C'est un peu ça, une peur écho. On continue de l'entendre, et pourtant, c'est terminé depuis longtemps. Donc en fait, ça peut être des traumatismes, ou juste des expériences passées qui ressurgissent dans votre couple, dans votre relation, sans même que vous en rendiez compte. Je vais vous donner quelques exemples concrets de la forme que ça peut prendre, cette peur écho dans le couple. Vous êtes dans le cas d'une peur écho si vous avez une réaction excessive à une situation assez banale. C'est-à-dire que votre réaction est disproportionnée par rapport à la situation actuelle de ce qui se produit. Parce qu'en fait, votre réaction, elle est liée à autre chose du passé, qui s'est activée en même temps. Imaginons, je rentre d'un voyage d'affaires d'1 semaine. Je suis crevée, j'arrive chez moi, et j'aurais bien aimé pouvoir trouver un bon petit truc à manger. Et pourtant, mon partenaire, il m'a juste laissé un vieux plat à réchauffer. Je vais mal le prendre. Je vais me sentir triste, je vais avoir l'impression qu'on fait pas attention à moi, je vais avoir l'impression de manquer de valeur, je vais même avoir l'impression que l'autre personne ne m'aime pas. Parce qu'en fait, il ne m'a pas préparé un plat spécial. En fait, ça me rappelle peut-être quand j'étais petite, que je revenais fière de mon match de tennis,
Et qu'en fait, au moment de déjeuner avec mes parents, tout le monde s'en fichait de ce que je racontais, de mon match, de mon exploit. En fait, je revis cette scène, où juste je rentre, j'ai quelque chose d'important, il s'est passé quelque chose, j'ai envie qu'on m'attende, j'ai envie qu'on soit là pour moi. Et en fait, on l'est pas. Et en revenant de cette semaine de travail où j'ai envie de rentrer, j'ai envie de trouver que mon partenaire a pensé à moi, a cuisiné quelque chose pour moi, eh bien, je vais peut-être attribuer une valeur démesurée à ce moment, à cette action. Peut-être qu'en fait, il a mis une super bouteille au frais. Peut-être qu'en fait, il a prévu après de me faire un super massage aux bougies. Et le plat, il a pas eu le temps de le faire. Donc cette situation assez banale, juste je rentre et j'ai pas un plat spécial, mais j'ai quand même quelque chose à manger que m'a fait mon conjoint, va entraîner une réaction disproportionnée. Je vais peut-être aller pleurer dans les toilettes ou trouver que c'est atroce. Et me dire qu'en fait, on devrait se séparer. La peur écho, elle est aussi là, quand je vais éviter de vivre certaines situations pour éviter de me rappeler le passé. Ça peut prendre plein de formes. Imaginons, j'avais emménagé avec mon ex, et juste après, ça s'est super mal passé. Du coup, dans ma nouvelle relation, peut-être que je me dis que je vais éviter d'emménager avec cette personne. Parce que je vais me rappeler qu'avec mon ex, ça a dégénéré au moment où on a emménagé ensemble. Donc je vais éviter de revivre la même situation, le début de l'emménagement, par peur de revivre exactement la même situation. Alors que c'est deux relations différentes, c'est deux personnes différentes, et je suis même une personne différente parce que le temps est passé. Donc je vais éviter une situation, sur des paramètres du passé. Ensuite, j'ai peut-être un besoin constant de réassurance. Ça aussi, ça peut être la peur écho. J'ai toujours besoin de preuves d'amour, j'ai toujours besoin de plus. Peut-être par exemple parce que j'ai déjà été quittée, un peu du jour au lendemain. Donc j'ai peur que ça se reproduise. Donc j'ai besoin que l'autre personne, elle me réassure qu'elle m'aime un peu tous les jours, parce que j'ai peur qu'elle parte. Donc vu que ça s'est déjà produit, j'ai envie d'avoir ces petites preuves au quotidien que ça va pas se reproduire aussi. Je veux être sûre que l'autre personne, elle va pas partir. Pourtant, je peux jamais être sûre. Puis en plus, c'est pas la même personne. Ou peut-être que je vais projeter les erreurs d'un de mes ex sur mon nouveau partenaire. Imaginons, j'ai été trompée. Peut-être qu'à chaque fois que mon nouveau mec va rentrer tard du boulot, je vais l'engueuler. Je vais lui dire, en fait, t'étais avec quelqu'un, qu'est-ce que t'as fait, t'as pris un verre, t'as une collègue, bref. Je vais me faire un film dans ma tête parce que j'ai déjà vécu cette situation avec un autre. Donc je vais projeter que puisque j'ai déjà été trompée, je peux être retrompée par cette personne. Alors que ça se trouve, il a jamais rien fait et qu'il n'y a pas de problème. Et pourtant, je vais l'embrouiller quand il rentre. Parce que j'ai une peur écho. Ça me rappelle une situation que j'ai déjà vécue et que je ne veux pas revivre. Ou peut-être que j'ai peur de m'engager, dû à une expérience passée. Un peu comme l'histoire de l'emménagement. Ça arrive souvent, par exemple, sur les gens qui ont divorcé. Il y en a plein qui veulent pas se remarier. Ils ont déjà vécu un divorce qui est difficile, donc même dans une nouvelle relation, où tout se passe bien, où ils sont ensemble depuis 5, 6, 7 ans, peut-être qu'ils se disent, on n'a pas besoin de se remarier. Le divorce était tellement horrible, je veux pas revivre ça. Donc en fait, le choix va être fait pour éviter, encore une fois, de revivre une expérience du passé. C'est une peur écho. Je peux aussi avoir une réaction très défensive sur un commentaire ou une remarque ultra innocente. Genre, moi j'adore avoir du rouge à lèvres. Peut-être que si mon mec il me dit « Ah, t'as mis du rouge à lèvres rose aujourd'hui ?» Ok, c'est un commentaire assez neutre. Oui, j'ai mis du rouge à lèvres rose aujourd'hui. Et moi, je vais mal le prendre en me disant « Attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il aime pas mon rouge à lèvres, ça veut dire qu'en fait, il critique le fait que je mette du rouge à lèvres, il aime pas le rose, ainsi de suite. » Je vais me faire toute une discussion intérieure dans ma tête. Parce qu'en fait, peut-être que ça me rappelle le fait que ma mère, elle aime pas que je mette du rouge à lèvres. Donc c'est une peur écho d'une autre personne qui a déjà critiqué mon rouge à lèvres et qui va se réactiver là. Alors que ça n'a rien à voir avec le pauvre gars qui est juste en train de me dire qu'aujourd'hui, j'ai mis du rouge à lèvres rose. Donc en fait, pour bien comprendre, une peur écho, c'est quand la situation actuelle ne devrait pas entraîner cette réaction-là. Mais c'est qu'en fait, il existe une empreinte dans notre cerveau qui va s'activer avec la situation. C'est ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Et c'est lui qui va déclencher cette réaction-là, pas la situation en soi. Donc ce n'est pas la situation qui déclenche la réaction, c'est la situation qui va déclencher une mémoire ancienne, et cette mémoire ancienne, avec la peur, va activer ma réaction. Donc vous voyez, c'est en 3 temps et pas en 2 temps. Et notre cerveau, il est là pour nous protéger. Donc bien sûr qu'il va lancer un signal d'alarme s'il reconnaît des paramètres qu'il a déjà vus. C'est un peu comme si j'ai déjà mis ma main sur une plaque brûlante, mon cerveau il va me dire de ne pas remettre la main. Sauf que parfois, c'est avec raison, mais parfois, c'est faux. J'ai un exemple que j'ai déjà eu avec un patient que je vais vous raconter. Il avait eu sa première copine quand il était étudiant. Et c'était son premier grand amour. Et un jour, il est arrivé à l'université. Et il a vu sur le parking sa meuf qui était en train d'embrasser un autre gars dans une décapotable bleue. Et il a eu le cœur brisé. Il a mis du temps à s'en remettre. Mais depuis, sans qu'il s'en rende compte, dès qu'il voit une décapotable bleue, et même par la suite une voiture bleue, ça déclenche en lui un malaise. Parce qu'en fait, ça lui rappelle cette émotion négative qu'il a vue quand il a vu cette décapotable bleue avec sa meuf en train d'embrasser un autre gars. Et donc à chaque fois qu'il va voir une voiture bleue, une décapotable bleue, il va mettre de côté une émotion négative qui va monter. Donc vous voyez, juste le fait de voir une voiture bleue peut déclencher une émotion négative. Même des années après. Parce qu'il y a eu une empreinte forte de cette émotion forte qui n'avait pas été digérée à l'époque.
Donc c'est vraiment important de comprendre que la réaction qu'on a dans ce cas-là n'est pas une réaction qui est liée à la situation, mais bien à une peur et à quelque chose du passé, à une réminiscence en fait. Et ça, c'est ultra important de le comprendre, parce que ça va impacter directement le couple. Parce que votre réaction là, elle impacte votre relation. Et en prendre conscience, c'est la première étape pour sortir de ce schéma. Pour prendre la distance et le recul nécessaire. C'est se rendre compte que ce qu'on a fait, c'est disproportionné. C'est de se rendre compte qu'on est en train de réagir, mais pas à une situation, pas à ce qui est en train de se passer là, mais parce que quelque chose d'autre à l'intérieur de nous a été activé. Et ça, je le vois tous les jours dans les couples, tout le temps. Et c'est de la peur écho. Ensuite, en troisième peur un peu déguisée, il y a ce que j'appelle la critique intérieure. Vous savez, c'est la petite voix qui parle à l'intérieur de notre tête, qui remet constamment en doute nos choix, qui remet constamment en doute ce qu'est en train de faire l'autre personne quand elle n'est pas avec nous. Et dans une relation, ça se manifeste comment, cette critique intérieure ? C'est la petite voix qui va persister dans la tête en boucle et qui va répéter qu'on s'est trompé, qu'on a fait une bêtise, qu'on a fait quelque chose de mal. Exemple, je suis en début de relation. Tous les matins, avec mon mec, on s'envoie un petit message de « Bonne journée mon chéri, passe un bon moment ». Et ben là, ce jour-là, je ne le reçois pas mon message. Je vais flipper. Dans ma tête, je vais construire peut-être plein de scénarios de « Pourquoi est-ce que ce matin ne m'a pas envoyé un message de bonne journée ?» Je vais aller relire mes messages de la veille en disant « Attends, qu'est-ce que j'ai dit hier soir? J'ai parlé de quoi? Ok, en fait, j'ai parlé de son ex, peut-être il a été susceptible ou je lui ai parlé que peut-être on partira en week-end. Ok, j'ai voulu aller trop vite. » Bref, la petite voix va me faire créer des scénarios dans ma tête et projeter des choses qui n'existent pas. Et me faire donc douter de moi, douter de ce que j'ai fait, douter de l'autre personne. Donc cette critique intérieure va monter tout un scénario autour de moi. Et quand à 16h, je vais recevoir un message en disant « Je suis désolée, on m'avait volé mon portable, je ne pouvais pas t'écrire », je vais avoir l'air un peu bête. Et je vais me rendre compte que la petite voix, elle racontait bien n'importe quoi. La petite voix, elle peut aussi me pousser, ma critique intérieure, à avoir un besoin excessif de validation. Parce que si ma critique intérieure, elle est très haute, si je suis tout le temps à douter de moi, si je suis tout le temps à avoir cette petite voix qui me critique, je vais demander des signaux extérieurs qui, eux, vont me valider pour essayer de compenser la mauvaise image que j'ai à l'intérieur de moi. Donc moins j'ai confiance en moi, plus j'ai besoin qu'à l'extérieur, il y ait quelqu'un d'autre qui me dise que j'ai de la valeur. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas à l'intérieur de moi, ça. Donc je vais aller chercher d'une façon excessive. Ça peut prendre la forme des gens qui demandent tout le temps « Mais est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? Est-ce que tu aimes vraiment ce plat que je t'ai fait? Est-ce que tu aimes vraiment le cadeau que je t'ai offert ?» Comme si on était en train de mentir. Comme si on voulait que l'autre personne avoue qu'en fait elle n'aimait pas. Parce qu'on veut à l'extrême être sûr que la personne nous valide. Peut-être que ma critique intérieure, cette petite voix, elle va aussi m'éviter des situations où je pourrais être jugée, dans mon couple ou par mon partenaire. En fait, cette voix, elle va me faire croire que tout le monde va regarder ce que je suis en train de faire, ou va me juger. Par exemple, en couple, peut-être que je vais éviter de partager certaines opinions que j'ai, ou certains goûts que j'ai, de peur d'être jugée, ou juste que l'autre m'aime moins. Imaginons un exemple tout bête qui m'est arrivé. Moi, mes parfums préférés de glace, c'est la vanille et la pistache. Bah oui, c'est des parfums qui sont les plus courants et les plus simples. Et ben on m'a déjà dit « Oh, c'est bizarre, t'es quelqu'un de super original, mais pourtant t'aimes des parfums super classiques, je m'attendais pas à ça de toi. » Bah peut-être que la prochaine fois, j'aurai envie d'inventer que j'aime la glace melon avec une touche de rose. Bah non, moi j'aime juste la vanille et la pistache. Et je m'en fous que ce soit un parfum de glace classique. Mais si j'ai pas confiance en moi, peut-être que la petite voix à l'intérieur de moi, elle va me dire « Bah attends, j'ai envie de continuer à paraître original, du coup je vais choisir un parfum de glace qui est un peu plus original que juste de la vanille et de la pistache. » Donc je vais peut-être pas partager mon choix de glace. Et j'ai pas envie d'être classique en aimant la vanille et la pistache. Et on va retomber aussi sur d'autres peurs qu'on a vues de cette petite voix de critique intérieure. Ça peut être une peur du rejet, tout simplement. Une peur du jugement. Une peur de l'abandon, que l'autre parte. Ou une peur de l'isolement. Si les autres gens savaient vraiment qui j'étais, savaient vraiment ce que j'aimais, eh ben peut-être qu'ils ne m'inviteraient pas, peut-être que cette personne ne serait pas avec moi. Donc vous voyez, cette critique intérieure, cette petite voix, c'est l'expression d'expériences passées et de la peur qui a pu s'y greffer. Mais le problème, c'est que cette petite voix, elle va renforcer les peurs et les émotions négatives. Parce que dès qu'on a des pensées négatives et des pensées qui sont liées aux peurs, eh ben ça va nous générer du stress et encore plus de peur. Donc c'est une boucle négative auto-alimentée. Donc un schéma qui peut être nécessaire vraiment de casser. Et puis surtout, je vais vous demander, cette petite voix, combien de fois elle s'est trompée, franchement? Presque tout le temps. Dans le cas du message qu'on a vu au-dessus, que je reçois tous les matins. Eh ben elle m'aura inventé 1 milliard de scénarios où en fait la personne elle m'a quitté, elle m'a ghosté, elle s'en fiche de moi, elle s'est fait écraser, bref. Pas du tout, la personne on lui a juste volé son portable et puis elle pouvait pas me répondre quoi. Donc la petite voix s'était trompée. Elle avait inventé comme souvent plein d'histoires. Combien de fois vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez dit « Ah non mais cette personne-là je l'aime pas, regarde comment elle est habillée, machin. » Peut-être qu'en fait elle a habillé et qu'elle a un chapeau qui vous rappelle votre tante Micheline et que vous aimiez pas du tout tante Micheline. Puis en fait vous allez parler avec cette personne et puis finalement « Ah mais non elle est sympa et tout, en fait sa voix elle me rappelle, je sais pas, l'oncle Joseph, que lui j'aimais bien. »
Donc il y a une minute, la voix, elle disait « Non, mais j'aime pas du tout cette personne, regarde, elle a ça. » Et puis 5 minutes après, « Non, regarde, vraiment, cette personne, on va être très amis avec. » Donc souvent, la petite voix se trompe. Et ça va se glisser dans le couple. Donc attention, cette petite voix, c'est pas vous, c'est le mental qui parle et qui s'agite. Encore une fois, c'est différent de l'instinct. Là, je parle de la petite voix qui s'agite dans la tête, pas de l'instinct qu'on va ressentir beaucoup plus bas et d'une façon beaucoup plus globale. Donc la première étape, c'est de savoir qu'on a tous cette petite voix qui parle dans la tête, et que c'est normal. Et de pouvoir prendre de la distance avec juste ce qui se dit. Peut-être prendre de la distance avec ce que cette petite voix, elle dit de votre couple, ou ce qu'elle dit de votre partenaire, pour savoir que c'est pas forcément vrai, pas forcément vraiment ce que vous pensez. C'est juste des peurs, c'est du passé qui s'agite et qui prend de la forme dans la tête. Et il existe encore 4 types de peurs qui sont déguisées, mais qu'on verra dans une autre vidéo. Là, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de la vraie peur, parce qu'il est très important de savoir distinguer les deux, de savoir distinguer les peurs cachées, les 3 notamment qu'on a vu au-dessus, et la vraie peur. Parce que la vraie peur, elle est facile à distinguer dans la vraie vie, quand c'est un vrai signal d'alerte immédiat. Imaginons, je suis en vélo, je grille un feu rouge. Là, il y a un camion qui klaxonne. Instinctivement, la peur va me faire pédaler plus vite et accélérer pour me sortir de cette situation dangereuse. J'ai eu ultra peur, j'ai accéléré spontanément, sans même m'en rendre compte, et je me suis pas fait écraser par le camion. Là, c'est facile. Mais dans le couple, c'est beaucoup plus dur. Quand est-ce que c'est de la vraie peur, ce que je ressens? Quand est-ce qu'en fait, mes mécanismes de défense, ils sont là pour me protéger, et que la situation, elle est anormale, et que j'ai raison vraiment d'avoir peur? En premier, bien sûr, quand j'ai peur pour mon intégrité physique. Quand j'ai peur que l'autre personne devienne violente. Quand j'ai peur de me faire taper. Quand j'ai peur de me dire que si je lui dis que j'ai vu une autre personne, elle risque de prendre un couteau et de me poignarder. Là, j'ai peur. Là, si j'ai peur, c'est un signal d'alerte. Mais quand j'ai peur pour mon intégrité morale aussi, c'est-à-dire quand il commence à y avoir un non-respect de qui je suis intrinsèquement, de mes valeurs, de mes besoins, de ma personne en fait. Je vais vous donner quelques situations pour que vous compreniez vraiment comment ça se manifeste et à quoi ça ressemble. En premier, ça peut être ce qu'on appelle de la manipulation émotionnelle. Imaginons un homme qui sort beaucoup, qui a toujours aimé voir ses amis. Puis un jour, sa meuf lui dit « Tu préfères voir tes amis ou tu préfères passer du temps avec moi ?» Puis au fur et à mesure, il va voir de moins en moins ses amis. Parce qu'il n'a pas envie de la décevoir. Il tient à elle, il n'a pas envie de lui faire de la peine. Ça, c'est de la manipulation émotionnelle. Il y a aussi tout ce qui est dévalorisation. Là, c'est quand je vais partager un succès et que l'autre personne va critiquer ce succès ou essayer de le minimiser. Imaginons, je reviens chez moi et je dis que j'ai une super promotion. Et là, ma meuf, elle me répond « Oui, tu sais, Micheline, elle a eu la même promotion il y a déjà 6 mois déjà. » Ou alors, vous savez tous, je suis fan d'escalade. Je dis « Regarde, ça y est, j'arrive à faire toutes les noires à l'escalade. » Et là, mon mec, il va me dire « Ouais, c'est pas grand-chose de réussir à faire des noires en escalade, Aurélie. » Donc, il va rabaisser ce que je dis ou minimiser ce que je fais. Donc, de la dévalorisation. Ensuite, bien sûr, si l'autre personne essaie de commencer à contrôler vos choix personnels. L'exemple classique auquel on pense, c'est celui d'une jupe ou d'une robe pour une femme. Moi, par exemple, j'adore mettre des jupes ou des robes. Si un jour un mec commence à me dire « Tu mets ces jupes et ces robes parce que t'as envie de plaire à d'autres hommes que moi ?» Sous-entendu, je ne veux plus que tu mettes de jupes ou de robes. Là, bien sûr, on se rend vite compte que c'est un signal d'alerte. Donc, le contrôle de ses choix personnels. Et ça, bien sûr, ça peut être lié à quoi? À tout ce qui va toucher à la jalousie excessive et à la possessivité, qui sont aussi des signaux d'alerte. Moi, j'ai eu un client dont la femme voulait lire tous les emails qui venaient de collègues féminines. Vous vous rendez compte? Le soir, s'il avait reçu un email d'une collègue donc, qui était une femme, sa propre femme voulait vérifier qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans le message, parce qu'elle avait très peur qu'il la trompe. Mais ça, c'est pas possible. C'est un manque de confiance. C'est de l'intrusion dans la vie personnelle de la personne. Donc attention à tout ce qui va être jalousie. La frontière peut parfois être fine entre « Oh, cette personne est jalouse, donc cette personne tient à moi » et « Non, cette jalousie, elle est maladive et elle est mal placée, il faut mettre une barrière et une limite. » Et bien sûr, tout ce qui va être se forcer. Quand vous commencez à vous forcer vraiment à faire quelque chose, dans des zones où vous ne devriez pas, vous allez vous forcer à faire l'amour, vous allez vous forcer à avoir une pratique sexuelle qui ne vous convient pas. Là aussi, c'est un signal d'alerte. Et parfois, les signaux d'alerte des vraies peurs, ils vont être levés d'abord par vos amis, qui vont voir que la situation est anormale. Si vous avez un doute, il existe plein de hotlines sur le couple que vous pouvez appeler, où vous pouvez consulter pour savoir si vraiment votre situation, c'est une situation de danger ou pas. Voilà, en résumé, on a vu déjà 3 grands types de peurs qui étaient des peurs déguisées. En premier, tout ce qui se cachait derrière le besoin de perfectionnisme et de contrôle, avec notamment cette peur de l'abandon, cette peur de l'échec, cette peur du regard des autres. On a aussi compris ce que c'était que les peurs écho, c'est-à-dire les réactions excessives qui se manifestaient et qui n'avaient rien à voir avec la situation en question, mais correspondaient à des réminiscences du passé qui s'activaient, comme un écho. On a vu aussi la petite voix intérieure, la critique intérieure qui correspondait à une peur. Encore une fois, que ce soit des peurs du rejet, des peurs de l'abandon. Et puis on a vu ce que c'était que la vraie peur, en couple, pas quand un camion va vous écraser. Et dans quel cas il fallait commencer à se poser des questions et à potentiellement consulter pour sortir de cette situation dangereuse, où vos mécanismes de défense sont bien là pour vous défendre.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Plus de 80% des gens qui voient cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors juste en un clic, vous aurez accès à plein de contenus autour de la sexualité, autour du couple, pour progresser ensemble et apprendre à prendre plus de plaisir.